Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce quatrième webinaire sur l'éducation pratique concernant les troubles de la coagulation. Connaissance pour tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 décembre et nous allons consacrer 2 heures à différentes présentations qui vont nous permettre d'aborder différents aspects des troubles de la coagulation et de leur prise en charge. Je suis Glenn Pierce, je suis le vice-président médecin de la FMH. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue et de recevoir tous les intervenants de cette séance. Alors, aujourd'hui, ce webinaire va durer 2 heures. Pendant la première heure, nous allons donner une mise à jour du congrès de la ASH. Nous verrons ensuite les questions et les réponses. Et ensuite, nous parlerons des considérations liées aux soins dentaires et à l'état du foie. Ensuite, nous passerons à l'obésité, à la douleur, à la santé mentale et de nouveau, nous aurons des questions et des réponses et des remarques de conclusion. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Alors, d'abord, notre premier intervenant, Cédric Hermans. Et donc, non, la première heure, ce sera Logana et qui parlera. Elle est chirurgien dentaire et elle appartient elle est présidente du comité de soins dentaires. Ensuite, nous parlerons de tout ce qui est lié au foie. Nous entendrons donc Bruce Luxon, qui est le responsable du département de médecine de l'Université de Georgetown. Ensuite, on donnera la parole à Cédric, qui présentera les autres intervenants de la séance. Et Cédric est un membre du conseil médical de la FMH. Il est médecin et il est spécialisé en hématologie, en thrombose. Il travaille dans un centre de l'hémophilie et à l'hôpital universitaire de Bruxelles en Belgique. Bien, je vais maintenant donner la parole ou prendre la parole pour faire la première présentation. Je vais vous faire quelques remarques sur le congrès de la ASH qui vient de terminer il y a quelques jours. Je ne peux pas tout couvrir, mais j'ai choisi quelques thèmes et quelques présentations qui me paraissaient intéressantes et sur lesquelles je vais vous donner quelques informations. D'abord, à propos de Fitousirane, qui a été le sujet d'une plénière et de différents articles aussi. Donc, on en a beaucoup parlé de ce Fitousirane. Le Fitousirane, je vous le rappelle, est un ARN interférent qui interagit avec les antithromboniques qui sont très importants puisqu'ils provoquent ou permettent la coagulation et donc cela permet d'inhiber, de coaguler pendant un certain temps. Et aujourd'hui, cette présentation a été faite il y a quelques jours donc, sur les activités anticoagulation et lorsqu'on a un déficit de facteur 8 ou de facteur 9, qui provoque des troubles de la coagulation, le fitousirane va restaurer un équilibre au niveau des facteurs. À ce moment-là, on n'est pas obligé de fournir ou d'administrer ces facteurs. Cela permet à la coagulation d'avoir lieu et il y a moins d'inhibiteurs aussi. Donc, le sujet de ces 2 interventions et qui sont des études qui s'appellent Atlas, l'étude Atlas, la phase 3. On a analysé la sécurité de ce traitement
le fitusiran avec un traitement mensuel de 80 mg sous-cutané. Ici, vous voyez le diagramme de l'essai clinique qui a été réalisé. Ici, vous voyez que ce n'est pas euh, un système de prophylaxie, hein. C'est un traitement à la demande. Ici, vous voyez ce que nous avons montré pendant la phase 1. Ici, on voit une baisse des taux de saignement annuels. Et pour l'hémophilie A et pour l'hémophilie B, vous voyez que dans les deux cas, on voit une baisse. Donc, pas de surprise, pas d'inattendu ici. Et au niveau de la sécurité, de la tolérabilité de ce fitusiran, on voit que 12% des patients le supportent bien. Il y a une augmentation de la transaminase. Il y a eu aussi une augmentation d'événements thromboemboliques qui ont été rapportés comme événements, comme effet secondaire, hein, et cela a été donc présenté dans cet essai. La deuxième présentation portait sur les individus normaux atteints d'hémophilie sans inhibiteur. De nouveau, on a fait une recherche, un essai, et ici, on voit que pour des patients qui ont des saignements élevés, ici, vous voyez le traitement, et je dirais que de nouveau, c'est un petit peu ce qu'on a vu pour la phase 1 et 2 de fitusiran, ces essais cliniques. En général, cela élimine la grande majorité des saignements chez les patients. Au niveau de la sécurité, la tolérabilité, ici que vous voyez sur la droite, on voit ici, chez 50% des patients, une augmentation de l'ALT. Et je pense qu'il est aussi important de parvenir à un équilibre parce que ces présentations ne parlent pas beaucoup des événements thrombotiques qui ont eu lieu au cours de ces 6 ans d'essais cliniques. Il y a un résumé qui est similaire. On n'aborde pas les risques liés à la partie thrombotique, mais je pense que c'est un point important. 5 événements thrombotiques dans le programme. Cet essai va reprendre avec une réduction de la dose de 70%. Donc, on va passer de 50 mg par mois qu'on avait utilisé dans les 2 premiers essais à 50 mg par mois, un mois sur l'autre. Donc, les patients vont être inclus dans cet essai avec cette dose réduite qui devrait réduire aussi le nombre d'événements thrombotiques. On espère que ce sera le cas. On ne sait pas quel effet cela aura sur les saignements chez les patients. C'est la recherche donc qui va être réalisée. On essaie d'éliminer les risques de thrombose liés à ce traitement. Et cet essai compare aussi les patients qui sont sous ce traitement de fitusiran et les patients qui prennent d'autres traitements prophylaxiques et comme la thérapie génique et autres, et par exemple emicizumab. Donc, on essaie de comparer tous ces traitements, emicizumab et autres. Et ici, justement, on a parlé de la prophylaxie à base de emicizumab chez les personnes atteintes d'hémophilie A légère ou modérée. C'est une conférence qui était intéressante, qui portait sur les personnes qui ne sont pas atteintes d'hémophilie grave, qui peuvent tirer profit de ce traitement. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, ça fonctionne bien et les personnes qui sont traitées avec cet emicizumab ont des bons résultats avec une dose relativement basse. Et la deuxième conférence était ici de Giancarlo Castaman qui parle des expériences de chirurgie. Et il s'agit d'un essai clinique toujours sur emicizumab. Et il y a un article qui analyse tout cela dans le détail et qui fournit un guide étape par étape pour effectuer
des opérations chirurgicales chez des personnes atteintes d'hémophilie ou avec des inhibiteurs aussi, des personnes qui parfois ont besoin de facteurs de remplacement ou autres. Donc, tout ça a été analysé dans cet article et la suggestion a été de faire une prise en charge de ces patients prospective après une chirurgie importante vu la quantité de facteurs requises et la longueur de temps de traitement de facteurs. Toujours à propos de chirurgie chez les patients qui reçoivent du concizumab, qui est un anti-TFBI, pardon, qui est utilisé. Le TFPI fonctionne avec le facteur 7. Le TFPI forme un complexe qui permet d'activer le facteur 10 en facteur 10A pour donc le traitement, et le TFPI permet de contrôler tout ce système, et les anticorps TFPI sont des anticorps qui empêchent cela d'avoir lieu. Par conséquent, ça a donné lieu à différents essais cliniques et on peut dire que on a décrit toute une série de chirurgies plus ou moins lourdes en utilisant cet anti-TFPI avec de bons résultats, de façon à ce qu'on n'ait pas eu besoin de suppléments de facteurs de coagulation dans ces cas-là. Donc, c'était intéressant. Donc, des résultats intéressants. J'ai parlé du suivi et de la gestion financière à l'époque des progrès hématologiques et au niveau des soins. On a abordé différentes parties de la prise en charge de l'hématologie. Et j'ai présenté les coûts pour la population atteinte d'hémophilie. On a commencé par les cryoprécipités avec les chiffres, de 3 200 $ à l'époque, 200 $ à l'époque par an. Donc, ensuite, on a parlé des facteurs recombinants de demi-vie prolongée, et on a couvert une série de questions liées au prix de ces traitements. J'ai aussi présenté des détails concernant les différences et la possibilité de trouver certains traitements dans différentes parties du monde. J'ai fourni des informations que vous connaissez sûrement puisqu'elles sont basées sur notre enquête annuelle. Au niveau des coûts de la fabrication et de la thérapie génique, j'ai pris quelques informations dans un article de Pfizer et je voudrais donner ici quelques exemples. Nous avons un produit qui a été approuvé pour certaines maladies et ce produit est vendu aux États-Unis à 4 000 $ et le coût de la dose est de 500 $. Donc, vous voyez que le coût de la thérapie génique est important. Donc, j'ai parlé de cela, j'ai parlé des muscles, j'ai parlé du foie, des différents coûts que toutes ces difficultés, problèmes de nos patients pouvaient avoir lieu. Ensuite, nous avons parlé du déficit de facteur 7 et de la relation phénotype-génotype. Et nous avons analysé les raisons pour lesquelles deux individus ayant le même déficit de facteur 7 pouvaient avoir des phénotypes différents. Certains beaucoup de symptômes, d'autres moins. Et elle a constaté qu'il y avait une corrélation ici et elle a constaté des corrélations basses au niveau du groupe sanguin, au niveau de la présence ou de l'absence d'autres maladies de coagulation, d'autres troubles de la coagulation, le sexe aussi, le fait d'être une femme ou d'être un homme. Donc, de toute façon, beaucoup d'autres facteurs négatifs, polymorphisme, tout cela donne lieu à des mutations et ce sont des aspects qui ne sont pas des prédispositions pour des atteintes liées au facteur 7. Ensuite, Mark Skinner a parlé
de la nouvelle méthodologie pour établir les données, recueillir des données concernant l'hémophilie A. C'est quelque chose qui est encore un peu en cours de développement. Il propose une approche différente pour interroger les patients, collecter des données, plutôt que d'essayer de faire un registre qui va recueillir le nom de ces patients et les données concernant ces patients. Il y a eu différents experts dans ce domaine qui ont parlé de cela et ont parlé de ces bases de données et de la possibilité de construire ces bases de données. On a aussi parlé de cette approche centrée sur le patient qui permet à travers le patient de recueillir ces données. Et je conclurai par une présentation de Lynn Malek qui a parlé de l'induction de la tolérance immune de la première fois. Et ce qu'elle a démontré, c'est que on a de nouvelles tolérances qui surgissent chez des patients à qui on donne des facteurs. Pendant les 10-12 premières semaines, la plupart des patients atteignent un niveau de tolérisation et ensuite, vous voyez ici le reste de l'année et comment cela évolue. On a estimé que le ITI avait un taux de succès de 67%. Et c'est ce qui correspond, c'est ce que indiquent d'autres études aussi. Donc, elle a conclu en disant que pour la première fois, on a des données prospectives pour cette thérapie pour la première fois chez des patients atteints d'hémophilie A et avec des titres élevés d'inhibiteurs. Et elle a dit que ça avait été bien toléré et que cela offrait une tolérisation rapide pour ces patients. Voilà. Je dirais qu'il y avait encore beaucoup d'autres choses qui ont été dites au cours de ce congrès, bien sûr, mais je voulais vous présenter tout cela comme étant les principales nouveautés. Et bien, j'en ai terminé. Je vais maintenant donner la parole à Lochana. Lochana, allez-y. Bien, docteur Lochana, c'est à vous. Merci Glenn, merci à tous. Je vais remercier la FMH de m'avoir invité à présenter mon travail concernant les personnes atteintes d'hémophilie et les traitements odontologiques. Et l'importance de la santé orale chez ces patients. L'objectif de cette présentation, donc, est de vous montrer l'importance de la santé orale, l'impact que cela peut avoir sur la qualité de vie des personnes atteintes d'hémophilie. Et je dirais que ces renseignements ne sont pas toujours fournis, on n'en parle pas toujours dans certaines parties du monde. Et je travaille dans le domaine de l'hémophilie depuis 10 ans ou plus et je pense qu'il y a des soins particuliers qu'il faudrait donner à nos patients. Donc voilà, ce que je voulais ici, c'était vous expliquer comment surmonter ces obstacles et permettre à nos patients atteints d'hémophilie d'avoir accès à des soins de bonne qualité. En général, on parle de la base, des soins de routine, des soins de maintenance pour éviter que nos patients aient des difficultés au niveau odontologique. Excusez-moi, j'ai un petit problème ici. Voilà. Donc, les soins dentaires pour restaurer l'état des dents de nos patients, nous limitons pas à traiter les dents, nous pensons beaucoup à l'aspect de préservation et de la santé dentaire de nos patients. Ce qui est très important ici, c'est de prévenir les maladies dentaires. Et les conseils de l'hémophilie, de la FMH dans ce sens, indiquent que on peut améliorer l'accès aux patients en faisant des traitements de manière sûre, en minimisant l'utilisation du concentré de facteurs. C'est des fois justement le problème que l'on a. Les patients peuvent être traités sainement, en toute sécurité. Les dentistes peuvent avoir une certaine
confiance et peuvent utiliser certaines mesures pour éviter les saignements. Les patients doivent être vus de manière régulière et sinon, ils peuvent surgir, on peut voir des difficultés surgir. Donc, le patient peut avoir accès à des soins dans un centre de soins intégré, ce qui va inclure des chirurgies dentaires, des extractions, etc. Et nous disons en général qu'il y a des injections de blocage qui vont requérir des concentrés de facteurs et cela va permettre de parvenir à des zones et de travailler dans les zones qui sont dangereuses parce qu'il peut y avoir des saignements. La même chose pour l'infiltration. Il peut y avoir des saignements dans certaines zones. Mais au cours de ces dernières années, il y a eu davantage d'accès à différents produits qui permettent vraiment de ne plus avoir de ce type d'injection de blocage et de travailler plus facilement et cela réduit les besoins pour le patient de concentrer de facteurs de routine pour la prise en charge de ses soins dentaires. Ah, pardon. Une, on a une étude de cohorte par FISC a montré que une grande proportion de personnes avec des troubles de la coagulation ont présenté une maladie du périodonte. 49 patients sur 50. Les patients, toutefois, avec une maladie de Willebrand sont plus susceptibles de présenter des inflammations du périodonte. Et puis, il n'y a pas non plus de réponse inflammatoire plus prononcée aux maladies orales. Donc, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Non, cela permet ensuite de bien aider votre patient. On sait que il y a des patients des symptômes très simples que le patient expérimente lorsqu'il se brosse les dents. Donc, et puis, chez les personnes atteintes de troubles de la coagulation, un saignement prolongé peut se produire. Dans ces contextes, l'acide tranexamique peut être d'une grande aide dans le cadre de bains de bouche, etc. Donc, on peut demander aux patients d'effectuer des bains de bouche réguliers d'acide tranexamique et cela est
particulièrement utile pour améliorer la santé des gencives. On le voit ici hein, sur la photo, c'est là que la gencive accumule à la surface toutes sortes de bactéries et puis dès que l'on les touche donc avec la brosse à dents, alors ça la provoque le saignement. Donc il est important de se concentrer donc sur la prévention et la gestion des maladies du périodonte. Pourquoi? Parce que cela permet d'améliorer la santé globale, mais il faut pour cela améliorer les pratiques d'hygiène orale, pratiques quotidiennes, pour éviter toutes ces pratiques qui provoquent le saignement. Et cela permet ensuite d'améliorer la confiance du dentiste une fois que le périodonte présente déjà une meilleure santé globale. Donc, si vous regardez la photo à gauche, juste après le brossage des dents, on voit que à cause de ce saignement, le dentiste évite en général de faire un véritable travail de maintenance, de nettoyage, justement du fait du risque de saignement. Mais une fois que, au contraire, on a réussi à assurer une certaine santé globale de ce périodonte, alors le dentiste est beaucoup plus en confiance pour procéder au traitement adéquat. Donc, il y a des solutions pour éviter aux patients de souffrir de saignement des gencives. Ces problèmes peuvent être soignés relativement efficacement. Et c'est important cela parce que cela permet d'améliorer la qualité de vie des patients, les patients avec des troubles de la coagulation héritée. Parce que ces saignements ont un impact élevé sur la qualité de vie. Cela n'est pas seulement la qualité de vie, une question d'absence de douleur. Il y a de nombreux problèmes qui sont liés à une mauvaise hygiène buccale due aux troubles de la coagulation. Il y a tout un problème d'altération du goût, de confiance dans son sourire et donc de confiance dans les situations sociales. Il y a des problèmes dans la vie intime des femmes et des hommes et puis la connexion de l'oratrice est mauvaise, pardon. C'est l'interprète qui parle. Excusez-moi, ma connexion est mauvaise. C'est l'interprète qui parle. La connexion de l'oratrice n'est pas bonne. Essayez d'éteindre votre vidéo, ça va peut-être améliorer la qualité. Voilà. Alors, par contre, je n'ai plus accès à l'écran. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Donc, du fait de la nature inflammatoire de ces maladies, cela a des conséquences sur le reste du corps. Et donc, chez des patients qui ont une mauvaise hygiène buccale, la probabilité est forte de développer des pathologies dans le reste du corps. Il y a un risque accru de développer des cancers, des accidents cardiaques, des problèmes de diabète également, la maladie d'Alzheimer, et puis pour les femmes enceintes, des bébés prématurés avec un poids réduit. Donc, il est important pour les personnes d'avoir un centre de référence pour accéder à tous les soins dentaires de façon régulière et aisée. Donc, nous avons réalisé une enquête l'année dernière qui a été complétée par 150 patients anonymes pour collecter davantage d'informations sur les expériences de ces patients atteints de troubles de la coagulation. Et ce que l'on a observé, c'est que ces patients se sont vus refuser des soins dentaires par leur dentiste. Mais il y a également d'autres types d'obstacles parce qu'il y a de nombreux patients qui en fait appréhendent une visite chez leur dentiste parce que ils ont eu de mauvaises expériences et des expériences assez douloureuses, et donc ils hésitent à consulter leur dentiste. Et puis, il y a tout simplement un autre problème, celui des dentistes eux-mêmes qui hésitent, qui sont réticents à traiter des personnes atteintes de troubles de coagulation du fait des risques inhérents. Donc, c'est une enquête qui a été pendant longtemps sur le site de la FMA. Je ne sais pas si elle y figure toujours. En tout cas, ça avait été une enquête riche d'enseignements parce que l'on voit bien que il y a un travail à faire pour donner la possibilité à ces personnes qui souffrent de troubles de la coagulation de bénéficier de soins dentaires primaires régulièrement. Il faut pour cela donc former et rassurer les dentistes, surtout les former, pour leur apprendre à prendre en charge en toute sécurité ces patients. Ces études permettent d'aider à démystifier tous les problèmes liés à la prise en charge d'un patient atteint de troubles de la coagulation. Mais nous avons également formé notre équipe locale, l'équipe de soins de prise en charge, pour aider à ouvrir le dialogue sur la prise en charge donc, de ces patients, parce que je crois que tout simplement, il s'agit d'ouvrir le débat pour déjà parcourir la moitié du chemin. Il y a beaucoup de peurs liées à tout simplement un manque d'information. Donc, on voit ici un diagramme de l'approche partagée des soins. Il convient d'avoir tout d'abord un centre de soins, soins complets de l'hémophilie, et puis qui fait le lien avec le dentiste pour que le dentiste puisse bénéficier
des informations dont il a besoin éventuellement pour prendre en charge un patient atteint de troubles de la coagulation. Donc, les deux grands messages à transmettre à vos patients, c'est que qu'on vient de se protéger des caries dentaires qui se produisent lorsque des bactéries orales fermentent le sucre pour produire donc de l'acide qui détruit le tissu dentaire. Donc, il convient pour prévenir ces problèmes de réduire la fréquence d'ingestion de nourriture sucrée. Si l'on évite les grignotages entre les différents repas, cela permet de réduire considérablement l'occurrence de caries. Et l'autre maladie principale, ce sont les inflammations gingivales, c'est-à-dire causées par la plaque dentaire. Et c'est un biofilm qui recouvre la surface des dents et qui est lié à, en général, les facteurs génétiques, environnementaux. Et il est possible de lutter contre cette inflammation gingivale avec un contrôle efficace de la plaque dentaire. Alors, pour ces patients qui ont bien souvent des difficultés pour accéder à des soins dentaires, il est possible d'assurer une bonne prévention avec un traitement au fluor qui réduit la sensibilité de la dentine. Le fluor, en effet, renforce l'émail dentaire et le rend plus insoluble aux acides produits par la fermentation du sucre des bactéries, donc tout ce qui cause la dégradation dentaire. Par ailleurs, le gluconate de chloroxyline résiste également l'adhérence, permet de faire résister l'adhérence de la plaque dentaire. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions plus spécifiques à me poser, je reste à votre disposition et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Oui, merci beaucoup. Il y a une question pour vous déjà. Nous allons la reposer à l'issue de ce webinaire. Et pour le moment, nous allons passer à la présentation de Bruce Luxon sur les soins post-hépatite C et la façon de surveiller la santé du foie. Bruce Luxon a une longue expérience de prise en charge des patients atteints de troubles de la coagulation et une grande expérience à partager avec nous. Merci. Bruce, c'est à vous. Voilà mes... Je vais vous parler du traitement de l'hépatite C. Je vais passer une grande partie de ma présentation à vous parler de la façon de soigner l'hépatite C, d'évaluer la santé du foie et de suivre l'état du foie, comment savoir que le patient risque d'avoir certaines complications hépatiques, etc. Donc, je vous ai présenté cette diapositive comme cela parce qu'il y a une épidémie silencieuse d'hépatite C et c'est la cause principale des greffes de foie et des cancers du foie. Ici à droite, vous voyez un poster qui a été produit, qui a été fait pour l'hépatite C qui ne discrimine pas, qui affecte des millions de personnes et qui cause un cancer du foie. C'est très important de le savoir. Voilà, un patient typique que j'ai vu justement la semaine dernière. Il a 56 ans, il est atteint d'hémophilie, il a eu un problème de facteurs lorsqu'il était adolescent, il a eu une hépatite C, il a été traité en 2000 avec des interférons, il a été soigné, il a été suivi
par des échographies et on a une cirrhose qui est apparue. Il a reçu un antiviral il y a 3 ans. Et où en est ce patient? Son hépatite C est soignée. Qu'est-ce que je lui dis alors? Puisque sa maladie hépatique n'est pas vraiment soignée, il veut savoir quelles sont les complications que ce problème de foie peut apporter. Il veut savoir comment faire un suivi, il veut savoir comment améliorer la santé de son foie, quelles sont les complications possibles, hein. Donc ici, vous voyez la rate sur la droite, vous voyez le foie et je pense que beaucoup d'entre vous ont des patients qui sont dans cet état-là, que vous connaissez cette image. Donc, on a fait un scan qui montre l'état du foie, qui montre une cirrhose. Je vous montrerai cela plus tard. On a fait et, un test, hein, une analyse de sang qui s'appelle le APRI qui suggère qu'il a une cirrhose ou 91% de possibilité d'avoir une cirrhose. Vous voyez, c'est un cas que vous connaissez probablement. J'ai inclus cette diapositive parce que l'hépatite C a été récemment et en tout cas, les personnes qui ont trouvé le médicament, hein, le remède pour soigner l'hépatite C, ont reçu le prix Nobel. Et les voilà tous les 3 sur cette image. Ici, cette diapositive pour vous rappeler qu'il y a quelques années encore, on ne pouvait pas soigner l'hépatite C. En 1991, notre patient a reçu de l'interféron et à droite, vous voyez que on ne on peut soigner tout le monde d'une hépatite C avec un traitement oral en 12 semaines. Donc, c'est très impressionnant. Alors, le taux de succès dépend du génotype. Ici, en général, vous voyez les résultats. On peut soigner toutes les personnes qui ont un génotype de 1 à 6. Et comme Glenn l'a dit dans son introduction, il y a une variabilité géographique d'accès pour le traitement de l'hépatite C, exactement comme pour le traitement de l'hémophilie. Mais tout cela peut être soigné et il n'y a pas de preuves concernant les personnes atteintes d'hémophilie qui auraient moins de résultats positifs, hein, pour le traitement de cette hépatite C. Alors, qu'est-ce qui peut se passer après avoir soigné l'hépatite C? Ici, vous avez 3 photos. Donc, on a ici une ascite, ici, on a des varices œsophagales, des patients atteints de troubles de la coagulation, cela peut arriver, et ici, en bas, le cancer du foie. Et au milieu, hein. Mais des fois, il n'y a rien qui se passe. Alors, comment décider que le patient qui est dans votre salle d'attente va avoir une de ces complications ou pas? Je dis à mes patients que l'hépatite C et la cirrhose de l'hépatite C, c'est comme le fait de marcher le long d'une falaise, sur un sentier le long d'une falaise. Et l'endroit où vous vous trouvez par rapport au précipice fait la différence. Ici, ce patient qui est vraiment au bord de la falaise est en risque. Et ces personnes qui sont un peu plus loin du précipice sont moins en risque. Alors, comment est-ce qu'on parvient à évaluer cela? Eh bien, pour quantifier ou évaluer la santé du foie, on a le test du sérum traditionnel qui ne sont pas douloureux et qui permettent d'avoir un résultat. Ensuite, avant, on faisait des biopsies du foie. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a des techniques non invasives dont je vais vous parler, qui permettent d'évaluer la santé du foie. D'abord, on a une combinaison innovative de tests standards comme le APRI. Ensuite, on a le FibroSur, le FibroTest, qui sont des tests spécialisés. Et ensuite, on a l'élastographie, qui sont des ultrasons ou des IRM. Alors, tous ces tests nous permettent de savoir où se trouve le malade sur ce score que je vous montre ici en bas. Ce score, donc 0 à 4, hein, les défis ici sont de savoir où se trouve notre patient. Le problème, c'est si le patient se trouve à l'étape 3 ou 4, c'est là que les complications ont lieu. Les 3 premières étapes de 0 à 2
représentent aucune complication. Donc, le problème, c'est quand on est dans ces dernières étapes. Donc, mon patient me demande comment va mon foie, son AST est normal et il a encore certaines possibilités d'amélioration pour son foie et il veut savoir quand est-ce que cette amélioration va apparaître. Alors, nous avons beaucoup de preuves qui nous montrent que l'on peut encourager les gens et leur dire qu'ils vont aller mieux. Voilà, une biopsie avec un foie cirrhotique avant le traitement. Et 4 années après le traitement, voilà une biopsie, un patient qui n'est pas atteint d'hémophilie, vous voyez que la cirrhose est partie. Donc, nous voyons que le traitement de l'hépatite C chez la plupart des patients vont améliorer le foie et la biopsie va être meilleure. Les résultats vont être meilleurs. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Les nouvelles anciennes. Cette diapositive, c'était des résultats d'il y a 10 ans et j'ai marqué en rouge ce résultat qui montrait, il y a 20 ans, que 67, les 2 tiers de nos patients qui étaient atteints de cirrhose allaient mieux après 2 ans. Donc, on sait que cela peut avoir lieu, c'est très encourageant, mais il faut encore décider si ce patient qui est devant vous va être un de ces patients qui vont bien évoluer. Je vais vous parler maintenant des analyses de laboratoire spécialisés, il y en a plusieurs. On peut utiliser les plaquettes, le AST ou les protéines de renouvellement matrice. Certaines de ces analyses peuvent être combinées avec d'autres processus de score de la fibrose. On peut analyser cela et cela va permettre de savoir la probabilité d'une apparition d'une fibrose avancée ou d'une fibrose minime. Et tous ces tests ont de bons résultats et peuvent être corrélés avec la fibrose. Et comme je vous ai montré tout à l'heure avec notre système. Ici, vous voyez d'autres analyses de laboratoire qui sont disponibles dans différents pays, qui sont couverts. Et je vous encourage à en choisir quelques-uns, à essayer de savoir s'ils sont disponibles dans vos laboratoires et de les utiliser. Et ici, je vous montre un exemple d'une fibrose non invasive et d'un test. Il s'agissait ici du fibro-test et le patient a un score que vous voyez sur la gauche en violet avec la flèche et c'est F3, ce qui veut dire fibrose avancée. Donc, c'est un patient qui est en risque. D'autres tests vous montrent l'activité qui a lieu au niveau du foie, les informations qui sont là. Cette personne a peu d'informations, peu d'inflammation, excusez-moi, et par conséquent, je sais où en est mon patient et je vais pouvoir savoir quel est le niveau de risque pour ce patient en fonction de cette inflammation. Ici, l'élastographie, c'est un système qui est très utilisé, il n'est pas invasif. On utilise un système de son pour analyser une bonne partie du foie. C'est facile à faire dans votre cabinet. Ça vous donne un résultat instantané. Ça mesure la vitesse du son à travers le foie. En fonction de cette vitesse, on va avoir des zones dures qui sont liées à la fibrose ou pas. Et ça vous donne donc de nouveau le score dont je vous ai déjà parlé avec l'étape l'étape 3 ou l'étape 4 qui indique une cirrhose et un risque supérieur. Voilà, j'espère que je vous ai bien montré que l'hépatite C peut être soignée, même la cirrhose. Cependant, il y a des complications qui peuvent quand même arriver. J'espère vous avoir convaincu que l'on peut avoir des améliorations rapides en 1 an
Et même dans les cas de cirrhose, on voit une amélioration de nos patients. Maintenant, je vais vous résumer un petit peu ce qui, à mon avis, est le plus important dans ma présentation. Donc, pour les patients qui ont une fibrose avancée confirmée ou une cirrhose, ils ont un taux élevé de possibilité d'avoir un cancer du foie. On peut faire une analyse avec une échographie tous les 6 mois pour voir l'état du foie. On peut faire, il y a des risques de saignement au niveau des varices qui peuvent apparaître. Et pour ces patients avec une fibrose avancée ou une cirrhose, il est important de déterminer s'il est toujours en risque, s'il va mieux. Et pour cela, on peut utiliser une combinaison d'analyse sanguine et d'élastographie. Personnellement, je le fais tous les ans ou tous les 18 mois. Les patients veulent savoir comment ils vont, comment va leur foie. Donc, en résumé, je dirais que le traitement de l'hépatite C se fait maintenant de manière routinière. Il y a plusieurs traitements oraux qui existent. On peut soigner tout le monde si on a accès aux médicaments, bien sûr. L'infection virale ne va pas soigner les maladies hépatiques. Il y a des patients qui peuvent quand même continuer à avoir des problèmes de ce côté-là. Il est facile de déterminer l'importance de la fibrose hépatique. On peut utiliser différents tests, différentes analyses, l'élastographie. On peut utiliser aussi pour les fibroses avancées, le F3 ou le F4, une évaluation des risques. Ce sont les patients qui sont les plus en risque, bien sûr. Et comme on a parlé de partenariat tout à l'heure, je dirais qu'il est important de dire maintenant que si vous avez un patient atteint de fibrose avancée avec des risques de complications, cherchez un hépatologue qui veut prendre en charge ces patients avec, par exemple, une thérapie génique ou le faire participer à un protocole de recherche, ça peut être très utile. Je vous remercie. Je rends la parole à Glenn. Je pense qu'on aura quelques questions, je l'espère. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et j'en ai terminé. Merci. Est-ce que Cédric est là? Cédric, vous pouvez y aller si vous voulez. C'est à vous. Donc, on va attendre que les questions soient envoyées. Nous avons quelques minutes et disponibles en attendant que les questions soient reçues. Cédric au micro, est-ce que vous voulez que je m'occupe des questions ou est-ce que c'est Glenn qui va s'en occuper? Apparemment, Glenn nous a quittés. Donc, Cédric, si vous pouvez vous occuper des questions. Cédric au micro, eh bien, je vais regarder les questions que nous avons reçues. Voyons, voyons. Bien, Bruce, vous avez une question concernant la protéine. On a un collègue qui nous demande quelle est la valeur de ce système pour évaluer les problèmes au niveau du foie. Alors, cette protéine se fait avec une culture de cellules hépatiques. On recommande de l'utiliser seulement en combinaison avec des images parce que il peut y avoir beaucoup de faux positifs. Je dirais que beaucoup de cancers du foie n'apparaissent pas ici, donc on peut avoir un cancer du foie et avoir un résultat tout à fait correct. Donc, les directives indiquent que l'on peut l'utiliser en conjonction avec une échographie, mais pas tout seul. Personnellement, je le vérifie. Je dirais que c'est quelque chose qui est couvert par les assurances médicales. C'est utile, mais c'est bien aussi d'avoir des images aussi. Cédric au micro. Et avec quelle fréquence est-ce que vous allez vérifier le niveau des AFP?
tous les 6 mois? Comment vous faites? Et les échographies, pareil. Nous recommandons tous les 6 mois pour les patients qui sont en risque élevé de voir ce type de complications surgir. Merci, tous les 6 mois. Cédric au micro. Et nous avons une question pour le Chan. Euh, euh, tous les quand est-ce que vous pensez que le patient doit être envoyé chez le dentiste pour avoir un bon suivi? Le Chan. Et merci Cédric. Je dirais que les directives dans ce sens pour la prévention de problèmes dentaires, c'est tous les 6 mois la recommandation. Et pour les enfants qui ont un taux élevé de caries et de maladies dentaires tous les 3 mois. Il y a aussi une autre question, Cédric, si je peux y répondre. Je la vois. On nous demande quel est le nom de l'injection dont on a parlé de blocage. Et c'est, je vais l'écrire dans le chat, si je peux. Donc, cela va avoir un effet et de contriction. Merci. Luciane, est-ce que ce serait différent pour les patients, quelle que soit la sévérité de leur maladie? Par exemple, si vous avez un patient qui a des risques élevés, quel serait votre conseil pour des patients atteints d'hémophilie A et B légère ou modérée? Luciane au micro. Bien, tout dépend de l'état des dents. Si vous avez un patient qui a un niveau bas de maladie et une bonne hygiène orale et qui et collabore, ça peut être appliqué. Le protocole serait de soigner les caries de temps en temps et s'il y a des saignements de gencives, les suivre tous les 6 mois. Si quelqu'un a une bonne dentition, pas de problème de gencives, je dirais que 2 ans serait le maximum. Ça nous permet de voir les maladies dentaires lorsqu'elles apparaissent et de les traiter assez rapidement. C'est une bonne moyenne. Et Cédric au micro, je ne suis pas un dentiste, je suis un hématologue, mais ce que nous faisons lorsque nous faisons une révision, un contrôle de nos patients, nous nous assurons que nos patients ont vu le dentiste récemment. Si ce n'est pas le cas, nous disons aux patients que c'est très important qu'ils voient son dentiste et je crois que c'est ce que les hématologues devraient faire. On concentre beaucoup de traitements liés au problème d'hématologie en général. Et donc, je pense que c'est important de dire à nos patients qu'ils doivent aller voir le dentiste. La même chose pour le foie. Il est très important qu'on s'intéresse au foie. Récemment, nous venons de découvrir des patients atteints d'hémophilie qui ne se sont pas rendus dans le centre de traitement de l'hémophilie. Donc, très souvent, ces patients, on ne s'occupe pas de leur hémophilie, on ne s'occupe pas d'eux. Et nous avons constaté que ces patients ont des problèmes de différents types. Donc, nous devons nous assurer que tous les patients atteints d'hémophilie ont font l'objet d'un suivi du foie, font l'objet d'un suivi au niveau des dents, parce que c'est trop dommage qu'on laisse passer certaines maladies chez ces patients de ces côtés-là. Bruce Luxon au micro. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans mon centre, nous avons un très bon hématologue. On a vu un patient qui avait une hépatite C et je peux le soigner. C'est si facile de prévenir toutes les complications qui peuvent surgir suite à une hépatite C. Donc, et faire un dépistage de l'hépatite C, c'est quelque chose qui doit se faire et on doit le reconnaître, quels que soient les patients. Et pour les patients atteints de troubles de la coagulation, il y a encore plus de raisons de le faire. Tout le monde devrait recevoir ce test, faire l'objet de ce test. C'est un test qui devrait se faire de manière routinière. Et Cédric au micro, oui, pour les patients atteints d'hémophilie, les différents types de troubles de la coagulation et tous ces patients qui doivent des fois
qui ont dû recevoir des produits sanguins à une époque et qui peuvent être atteints d'hémophilie, pardon, d'hépatite C. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a peut-être une question pour Glenn, mais je crois qu'elle n'est plus avec nous. Alors, il y a une question sur l'étude qui a été effectuée concernant la concentration d'hémicizumab. Les patients reçoivent tous le même régime de traitement que les patients atteints de pathologies sévères. Donc, il n'y a pas eu de modification pour ces patients. Autre question? Alors, non, je crois que c'est bon. On a beaucoup de messages très positifs de collègues du monde entier qui apprécient vraisemblablement vos présentations. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Je crois que nous sommes en mesure désormais de passer à la présentation suivante. Non, je crois que c'est bon. Hein? Donc, Bruce et Luciana, merci beaucoup pour vos formidables présentations et merci de rester avec nous. Merci infiniment à tous les deux. C'était deux sujets vraiment très importants. Donc maintenant, nous allons aborder le sujet suivant que je vais vous présenter. Et pendant les 15 prochaines minutes, donc je vais me concentrer sur l'obésité. Et puis, nous aurons ensuite une autre présentation sur la douleur. Et je présenterai ensuite la prochaine présentatrice. Donc, l'obésité et l'hémophilie. Donc, l'obésité est un problème. Bon nombre de nos patients sont en surpoids. Et vous voyez ici des données disponibles qui reflètent la réalité telle qu'elle était en 92 et en 2001 aux États-Unis, mais également aux Pays-Bas. Donc, clairement, il y a une proportion importante de nos patients qui ont des problèmes de poids, soit un surpoids simplement, soit une obésité. Et cette proportion a augmenté au cours des 10 dernières années. Là encore, des données des Pays-Bas qui montrent comment la situation a évolué entre 92 et 2001. Et cela est vrai maintenant pour les patients les plus jeunes aussi. Donc, c'est vraiment un problème pour l'ensemble de la population hémophile. Voilà maintenant des données des États-Unis. Concernant l'index de masse corporelle chez les enfants, les adolescents et les adultes, comme vous le voyez, bon nombre de nos patients adultes ont des problèmes de surpoids ou d'obésité, mais pas seulement les adultes, les adolescents et enfants également. Alors, voilà une diapositive très intéressante. Il y a de nombreuses études qui ont étudié ces questions et une proportion importante de nos patients souffrent d'obésité. Alors, je n'ai pas le temps de regarder tout cela en détail, mais la proportion est à peu près alignée sur ce que vous voyez dans les populations non hémophiles. C'est vrai pour le surpoids et pour l'obésité dans les différentes parties du monde. Donc, cela n'est pas une maladie spécifique aux patients atteints d'hémophilie. Maintenant, pourquoi nos patients hémophiles développent un problème d'obésité? Est-ce qu'il y a un lien? Que signifie l'obésité? Eh bien, l'obésité signifie qu'il y a plus de graisse et moins de muscles dans le corps. Et comme vous le voyez ici à l'écran, les patients hémophiles, du fait de saignements articulaires, sont plus inactifs. Et cela peut augmenter leur propension à développer une obésité. Et l'obésité au travers
et encore une fois, augmente la pression sur les articulations. Donc, cela provoque un cercle vicieux qui permet d'établir un lien entre l'obésité et l'hémophilie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'on peut en être sûr? Alors, non, parce que en fait, les obstacles sont nombreux pour les hémophiles, pour les obstacles à la perte de poids. Et je verrai cela juste après, j'y reviendrai. Autre question clé. Dans de nombreux centres, les docteurs, les infirmiers n'accordent pas une attention suffisante aux variables de mesure du corps, parce que l'on doit mesurer l'indice de masse corporelle. Donc ça, c'est déjà la base, mais cela n'est pas toujours effectué. Donc, il faut que le médecin traitant calcule systématiquement l'indice de masse corporelle. Et puis, cette IMC doit être communiquée et discutée avec le patient, parce qu'il est important que le patient soit conscient et informé du poids de son corps, et s'il est inapproprié, il doit recevoir une information appropriée concernant ce sujet. Alors, quelles sont les conséquences de l'obésité? Eh bien, elles sont nombreuses. Conséquences physiques, bien sûr, un poids accru induit une pression accrue sur les articulations, un impact donc sur le fonctionnement physique, et puis des nombreuses comorbidités, et puis également un impact sur la coagulation. Je vais partager avec vous des informations sur ces comorbidités et ces implications en matière de coagulation sanguine chez les patients atteints d'obésité et d'hémophilie. Donc, quelles sont les conséquences? Très clairement, donc les conséquences sur les articulations, l'amplitude de mouvement peut être impactée négativement. Ensuite, la santé osseuse peut être améliorée par contraste, parce qu'il a été montré que l'obésité peut être associée à une densité minérale accrue des os. Il peut y avoir une force musculaire accrue et moins de douleurs articulaires. Par contre, il y a un risque accru d'athérothrombose. Et puis, il y a une conséquence sur la quantité de facteurs de remplacement consommés, et ça on le verra également plus tard. Donc il y a des données qui montrent que l'obésité aggrave ou réduit en fait l'amplitude de motion, et en particulier affecte les anomalies de la hanche. Cela a été grandement documenté dans d'excellentes enquêtes au cours des 10 dernières années. Concernant le phénotype de saignement et la tendance de saignement chez ces patients. Alors, si ces patients saignent pour de nombreuses raisons, en fait, les patients atteints d'obésité ont un phénotype de saignement qui peut être influencé parce que ces patients développent une hypofibrinolyse qui fait que leurs saignements peuvent être beaucoup plus persistants et peuvent avoir un effet sur le phénotype. Et cette tendance peut aggraver la quantité de saignements. Alors, est-ce que les patients hémophiles obèses consomment plus de facteurs de coagulation? Eh bien, nous avons des données des Pays-Bas qui montrent que oui, effectivement, ces patients consomment davantage de facteurs de coagulation. Cela a été démontré dans différentes études. Et en fait, ils utilisent trop ou plus de facteurs de remplacement, ce qui signifie jusqu'à 6 000 unités par mois supplémentaires en Europe, ce qui est considérable. Et
et cela sans que ces patients aient plus d'épisodes de saignement. Alors, cela s'explique par le fait que ces patients peuvent avoir un niveau plus élevé de sédentarité, qu'ils peuvent être trop traités tout simplement, ou parce que leur système de coagulation fonctionne différemment du fait de leur obésité. Alors, est-ce qu'il est utile d'utiliser plus de facteurs facteurs de coagulation chez ces patients? Eh bien, calculons la dose de concentré de facteur chez 4 patients ici. Cela va de 2400 unités à un peu plus de 4000 unités. Mais est-ce que cela a du sens, notamment pour le facteur 8? Parce que si plus le patient a un poids corporel élevé, plus la quantité de facteur 8 administré est élevée. Donc, cela permet de mesurer plus concrètement Donc, cette beaucoup plus que ce que augmentation l'on pensait, ce du qui facteur 8, signifie que qui les passe de 11% à patients 56%. que l'on traite Donc, effectivement, c'est justifié dans le sens où le facteur 8 se comporte différemment selon le poids et la masse corporelle de ces patients. Vous voyez ici que le facteur 8 chez les adultes reste ne se comporte pas dans le corps de la même façon que chez les enfants. Donc, si l'on calcule uniquement sur la base du poids, on peut traiter excessivement les adultes atteints d'obésité. Donc, cela n'est pas le seul critère à prendre en compte. Il y a eu des enquêtes, des études intéressantes sur ces questions. Comment traiter ces patients, notamment avec du facteur concentré de facteur 8. L'une de mes collègues, Séverine, a consacré une de ses, Séverine en rare, a consacré une de ses études sur ces aspects. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a comparé la récupération de différentes populations de patients avec différents poids corporels et elle a trouvé que chez les enfants et chez les adultes, la récupération était différente. Alors, je vais passer cette diapositive. On n'a pas assez de temps. Donc, pour conclure, si l'on ne se fie pas uniquement au poids corporel, quels paramètres doit-on utiliser alors? Eh bien, il y en a de nombreux. On peut prendre en compte le poids corporel idéal, par exemple, donc pour calculer la dose de facteur de remplacement 8 ou le poids du corps maigre, etc. Il y a plein d'autres facteurs à utiliser pour prendre en compte ce dosage. Et, et si l'on utilise cette récupération adaptée au poids du corps, alors est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Vous pourrez atteindre un facteur 8, un pic de facteur 8. Donc, je crois que c'est important en 2022 donc de ne pas trop traiter ces patients et de prendre en compte toutes ces données. Ce que beaucoup de docteurs ne font pas, c'est qu'ils prescrivent toujours le facteur 8 pour la prophylaxie, pour la prophylaxie ou le traitement à la demande, en prenant en compte seulement le poids corporel, le poids corporel idéal. Donc, c'est quelque chose qui doit évoluer désormais. Alors, il y a encore une fois de nombreuses enquêtes qui ont été publiées sur la démarche à adopter pour calculer le facteur 8 à utiliser.
encore une fois, ce n'est pas une confirmation, mais c'est la preuve que la récupération est affectée par le poids corporel, mais que les patients obèses utilisent le facteur 8 de la même façon que les patients non obèses. Alors, autre problème par contre, c'est que les patients obèses ont du mal à effectuer eux-mêmes leur perfusion. Donc ça, c'est un problème que l'on doit gérer avec les patients et l'équipe traitante, parce que bien souvent, ces patients ne peuvent pas respecter le traitement de prophylaxie qui leur a été recommandé. Donc, il convient de, avant tout, sensibiliser à ces questions à l'ensemble de la communauté. Il y a d'ailleurs des études qui ont été publiées aux États-Unis. Je vous invite à les consulter. Que devons-nous faire? Je pense que tous les patients souffrant d'obésité et de surpoids doivent être identifiés. Nous devons faire attention avant tout à l'indice de masse corporelle, et si l'on réalise qu'il y a des problèmes divers, il faut intégrer l'ensemble de l'équipe médicale traitante, des physiothérapeutes, notamment des nutritionnistes, pour une prise en charge intégrale du patient. Alors, je vais passer cette diapositive. Et je crois que c'est important de ne pas oublier que ces patients obèses souffrant d'obésité ont plus de graisse, mais également pas assez de muscles. Et que clairement, ces patients atteints d'hémophilie, bien souvent, ne sont pas suffisamment actifs du point de vue physique. Donc, l'activité physique doit être promue. Alors, ce n'est pas toujours facile de stimuler les patients à perdre du poids, mais c'est plus facile de les stimuler à développer leur masse musculaire. Et je crois que ça, c'était une question importante, parce que les patients atteints d'hémophilie n'ont pas seulement trop de graisse ou sont trop obèses, mais surtout leur masse musculaire, bien souvent, n'est pas suffisamment développée. Et cela s'explique par de nombreuses raisons, bien sûr. Donc, nous devons aider ces patients à perdre de la graisse, c'est vrai, mais également à développer des muscles. Donc, je vais passer également celle-là, hein, cette diapositive. Pour conclure, je dirais que l'obésité n'a pas une influence sur le fonctionnement physique. L'obésité a un impact sur la consommation de facteurs. Il faut prescrire la bonne quantité de concentré à ces patients, et peut-être que pendant la discussion, nous pourrions aborder cet aspect, voir un petit peu plus ce que l'on peut faire pour les patients atteints de déficit en facteur 8 et facteur 9. Je m'arrêterai ici pour une question de temps, et nous allons garder les questions pour la fin. Et nous allons maintenant donner la parole à ma collègue, le professeur Nathalie Roussel, professeure associée à l'Université d'Anvers. Et Nathalie a développé une grande expertise dans la prise en charge de la douleur chez les patients atteints d'hémophilie, et elle va nous présenter son expérience aujourd'hui. Nathalie, vous avez la parole. Merci Cédric. Nathalie au micro. Je remercie la FMH d'avoir organisé cette réunion, ce webinaire. Je vais vous parler des personnes atteintes d'hémophilie. Je vais vous parler de la douleur chez ces personnes. Voilà, mes diapositives. Donc, la prise en charge de la douleur chez les hémophiles. Jusqu'à maintenant, on ne s'y intéressait pas beaucoup. Quand on regarde les différents centres de traitement de l'hémophilie, on constate qu'il y a un besoin de comprendre la douleur et de la traiter chez ces
patients. On ne peut pas donner de recommandations de traitement de la douleur si on ne connaît pas le cas de nos patients. Donc, voilà, quelque chose que vous connaissez, je pense, qui peut surgir pendant les saignements aigus. Cela peut être aussi une manifestation d'une arthropathie ou d'un problème au niveau des articulations. Dans le passé, nous avons constaté la présence de douleurs aiguës avec les saignements, mais ce n'est pas toujours une relation qui existe. Prochaine diapositive. Alors, ce que nous savons en fonction des problèmes d'articulation, c'est que la douleur peut apparaître pendant la journée et chez ces patients, nous parlons d'une augmentation parce que il n'est pas correct de considérer une augmentation de la douleur comme une augmentation du saignement. La cause de la douleur est plus complexe. Il faut faire une différenciation entre le saignement et les problèmes au niveau des articulations. On peut utiliser des échographies lorsque on a la possibilité de le faire, mais c'est plus complexe que cela. Beaucoup de parties de notre corps jouent un rôle important dans l'interprétation de la douleur. Et mon objectif ici est de nous donner davantage de connaissances et sur ce qui va influencer la douleur et la prise en charge de cette douleur. Donc, la douleur n'est pas le seul symptôme. Comme vous le savez, l'articulation va avoir un impact, va être affectée, on va avoir une mobilité qui va être affectée, avec un problème au niveau des cartilages. Et les personnes qui ne connaissent pas l'évaluation de la douleur constatent qu'il y a aussi une sensibilisation du système nerveux qui commence avec le médiateur inflammatoire et la conséquence est qu'il y a une sensation augmentée, accrue de douleur. C'est quelque chose que l'on peut comparer à une brûlure aiguë. La peau est brûlée et elle est très sensible au toucher, mais le toucher n'est pas un stimuli dangereux. Eh bien, c'est la même chose pour les patients qui sont atteints de ces problèmes. Ils sont plus sensibles à la douleur. Et c'est pour cela que l'on parle du cycle de douleur. C'est un cycle avec des symptômes physiques, des spasmes musculaires, une faiblesse, un problème fonctionnel. Les personnes ne peuvent pas se lever, rester debout, avoir une vie normale. Cela donne lieu à une frustration. Et sur la droite, vous voyez comment ce cercle vicieux va altérer la qualité de la vie et la qualité du sommeil aussi. Ici, nous parlons de la complexité de la douleur parce que cela commence par un message de danger ça peut être un saignement ou ça peut être simplement un problème au niveau de l'activité de l'articulation. Ce symptôme va être envoyé par la colonne vertébrale. Il y a toute une transmission d'informations et ces informations vont arriver jusqu'au cerveau et c'est seulement lorsque cette information arrive au cerveau que l'on a la sensation de la douleur. Et donc, la douleur n'est apparente que lorsque on a des informations qui parviennent au cerveau et qui sont reçues par le cerveau. Alors la question, est-ce que c'est dans votre tête? Oui, c'est dans votre tête puisque votre cerveau fonctionne dans votre tête et fonctionne pour interpréter la douleur. Donc le message provient du pied et il a tout un parcours à réaliser et cela va avoir une influence. On voit qu'il y a différentes neurones qui vont être en contact avec le cerveau et ce signal peut être influencé par différents facteurs. Donc, on parle ici de complexité parce que l'interprétation de la douleur va être influencée par de nombreux facteurs, y compris le fait de parler de la douleur, expérience préalable et l'expérience d'autres personnes parce que cette émotion peut être positive ou négative et peut augmenter la douleur.
ou la sensation de douleur. Donc, ce que l'on voudrait dire à nos patients, c'est que la perception des signaux peut être non fiable. Ici, vous voyez les lettres A et B, et si vous regardez sur la droite, vous voyez que la ligne verte est apparente et que sur les deux photos, vous avez exactement les mêmes photos, mais comme il y a une ombre, cela va modifier un petit peu la couleur des cases A, des cases B. Hein. Donc, cette ombre fait que chez certains patients, on a ce type de problème, c'est-à-dire qu'on n'interprète pas correctement les signaux et ça donne euh, une mauvaise idée de ce qui se passe vraiment. Donc, il faut évaluer la douleur. La sous-évaluation de la douleur est une cause de mauvaise prise en charge de la douleur. Il faut, parce qu'on sait que la douleur est subjective, c'est une expérience subjective et multidimensionnelle, ce qui veut dire que l'évaluation de la douleur doit inclure une évaluation physique et psychologique. Voyons un petit peu l'histoire de notre patient d'abord. Ici, vous voyez la bibliographie qui ne nous aide pas vraiment à différencier les causes de la douleur en fonction de l'évaluation. On a constaté que les symptômes du saignement et les symptômes au niveau de l'articulation sont plus ou moins les mêmes. Donc, très souvent, les patients vont voir un médecin qui n'est pas capable de savoir quelle est la cause de la douleur en fonction de l'évaluation subjective. L'augmentation de l'intensité de la douleur n'est pas un bon signal pour parler de cette cause de la douleur non plus. Ici, vous voyez l'histoire du patient, un tableau sur lequel vous avez des questions importantes à poser à notre patient. C'est quelque chose que l'on peut conserver pour le relire tranquillement, mais on sait que l'expérience du patient va nous aider à savoir de quoi il s'agit et à prendre en charge la douleur. Donc, on a des questionnaires qui nous permettent de travailler, que vous connaissez probablement. Ce sont des échelles de douleur unidimensionnelles qui sont très utiles pour quantifier l'intensité de la douleur, mais ne disent rien concernant les causes, ne nous disent pas comment le patient supporte cette douleur. On a des patients qui vont avoir un score de 4 ou 5 et qui ont de graves problèmes au niveau du travail, au niveau de leurs relations sociales, et puis d'autres qui n'ont pas ces problèmes. Donc, l'intensité de la douleur est une chose. Et puis ici, vous avez le tableau du corps que vous connaissez. Je vais vous montrer une étude qui a été faite sur des patients avec des douleurs au niveau du dos, la colonne. Et vous voyez que la région du dos est peinte en rouge et c'est que les patients montrent que leur douleur est ici dans cette zone, mais les patients ont aussi indiqué d'autres parties de leur corps comme étant douloureuses. Et c'est une recherche qui a été faite à la clinique universitaire en Belgique, dans laquelle je travaille, parce qu'on pense que les patients atteints d'hémophilie ont aussi différentes douleurs dans leur corps et pas toujours au niveau des articulations. Donc, c'est quelque chose que nous examinons dans notre recherche parce que nous savons qu'il est important de connaître l'étendue de la douleur. Si toutes les parties du corps sont douloureuses, une grande partie du corps est douloureuse, cela change les choses. Ensuite, un questionnaire que j'aime bien utiliser, c'est ce questionnaire concernant la perception de la maladie qui parle de la façon dont le patient supporte la douleur dans sa vie quotidienne. C'est quelque chose que dont on peut parler pendant la prise en charge, que l'on peut évaluer avant de passer au traitement. Je n'irai pas plus dans le détail. Ici, en tout cas, il faut savoir que la douleur va avoir une influence ou un impact sur la qualité du sommeil et ce qui va avoir un impact sur la vie quotidienne. Il faut en tenir compte pour établir le traitement. Et voyons maintenant la prise en charge de la douleur. C'est la partie la plus difficile. Il est difficile d'avoir une idée en quelques minutes. On sait qu'il est important d'avoir une équipe multidisciplinaire
que c'est le bon côté des centres de traitement de l'hémophilie, parce qu'on a plusieurs disciplines qui travaillent dans ces centres et qui sont présentes pour la prise en charge de ces patients. Et pour la prise en charge de la douleur, l'aspect psychologique est important. Le thérapeute occupationnel, l'infirmière, le thérapeute physique ou kinésiologue aussi est très important. Donc ici, voilà l'approche idéale. Vous avez donc l'évaluation de la douleur étendue avec une stratégie de prise en charge de la douleur, avec une explication, une physiothérapie, des mouvements, des analgésiques, une chirurgie si cela est nécessaire, si c'est un problème d'articulation chronique, et ensuite une réévaluation et si nécessaire, une modification de la stratégie mise en place. Ici, 3 domaines de traitement que vous voyez ici. Traitement pharmacologique établi en fonction de différentes recherches. Ce que l'on sait, c'est que les patients atteints d'hémophilie ne sont pas inclus. On a un manque de recherche. On devrait établir l'efficacité de ces stratégies de prise en charge de douleurs pharmacologiques chez les patients atteints d'hémophilie. Pour le moment, on n'a pas encore fait ces évaluations. Les traitements non pharmacologiques, voyons. Ici, donc, il s'agit de la collaboration entre le physiothérapeute et le psychologue. Quand il s'agit de douleur, on peut aussi avoir une fatigue, un stress, un manque de motivation, une angoisse aussi face à la vie. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de preuves qui démontrent qu'un traitement actif va réduire la douleur, mais la première approche est de motiver le patient pour qu'il se prenne aussi en charge lui-même. Donc, si on parle de traitement non pharmacologique et de recherche, une recherche analyse les principaux aspects qui vont prédire un traitement positif et vous les voyez ici. Premier, activité physique positive pour lutter contre la douleur. Ce n'est pas étonnant parce que cela va activer la ligne en bleu que vous voyez sur l'image à droite et cette ligne bleue va descendre et va avoir un impact sur l'activité de la transmission au niveau des ganglions. Donc, vous voyez que cette ligne bleue va descendre dans le corps et c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner, c'est merveilleux et on a estimé l'efficacité de cela par rapport à la morphine comme étant beaucoup supérieure, mais d'abord, il faut faire une activité physique pour activer ce parcours descendant. Alors, ensuite, la dépression est un aspect qui va avoir une influence importante. Si notre patient est déprimé, cela ne va pas avoir on ne va pas avoir de bons résultats dans notre traitement. Il est important de dire aux patients que l'auto-efficacité fait partie du plan de prise en charge. Ça veut dire que le patient peut faire quelque chose lui-même. C'est l'opposé de la fatalité, d'une attitude fataliste. Alors ici, quand je parle de tout cela avec mes patients dans cette stratégie de prise en charge de la douleur, ce que je leur dis, c'est qu'il y a une approche comportementale qui est importante ici, liée à la douleur chronique que ressentent beaucoup de patients hémophiles. Il faut gérer le stress, les activités aussi, avoir une activité physique régulière, c'est bien toléré chez ces patients atteints d'hémophilie et très utile, mais il faut contrôler cela, les motiver, les coacher et l'activité physique dans le cadre de la prise en charge de la douleur est très, très importante. Voilà. Alors, quels sont les messages à conserver ici? L'évaluation de la douleur, c'est beaucoup plus que l'évaluation de l'intensité de la douleur, de ses causes. La douleur est multimodale, ça veut dire qu'il y a différents facteurs qui peuvent jouer un rôle. Ici, la partie génétique peut être importante. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que les dommages structurels, l'inflammation sont des aspects importants, que tout cela est lié à différentes fonctions cérébrales et que les personnes qui ont des problèmes articulaires chroniques
oui, les patients hémophiles représentent une partie importante de nos patients et on sait, Cédric l'a dit, que l'obésité et la sédentarité peuvent jouer un rôle très important dans les problèmes d'articulation. Donc, que pouvons-nous faire pour prendre en charge la douleur? Aborder ces problèmes. Si une chirurgie n'est pas indiquée, ce qu'on peut faire, c'est commencer par fournir une aide, une prise en charge de la douleur, des conseils concernant les changements au niveau du quotidien et de la manière de vivre de ce patient, lui proposer de faire un traitement physiothérapeutique ou de l'exercice. Ici, vous voyez tous les sponsors qui m'ont permis de réaliser cette recherche et je redonne la parole à Cédric, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci Cédric au micro, merci Nathalie, merci. Nous allons maintenant passer au dernier thème qui est tout à fait complémentaire du premier, je dirais. Notre objectif ici est d'aborder les thèmes importants liés à la santé mentale de nos patients hémophiles et c'est Kate Kerr qui va le faire. Elle est bien connue de vous tous. Elle a travaillé comme infirmière à l'hôpital de Londres. C'est un centre important de traitement de l'hémophilie en Europe. Elle est responsable de plusieurs initiatives que je ne peux pas mentionner ici pour une question de temps. Elle est l'éditeur en chef du journal des pratiques de l'hémophilie aussi. Donc, nous donnons la parole à Kate pour cette dernière présentation de notre webinaire. Kate, allez-y. Merci, merci Cédric. Je remercie aussi la FMH qui me donne la parole. Je vais vous parler donc de la santé mentale et je dirais que les membres de la famille sont très importants et nous allons le voir. Voilà ma déclaration d'intérêt. Si on pense du jour où on va diagnostiquer un bébé comme étant atteint d'hémophilie ou de troubles de la coagulation, c'est un choc, même si on sait que dans la famille, on a ce type de trouble. Et on sait que dans le cas de l'hémophilie, 90% des mères savent qu'elles vont être porteuses, mais il faut savoir que 50% d'entre eux n'ont pas de problème de saignement. Et même dans ces situations, lorsqu'on sait qu'on va avoir un garçon qui va être porteur de l'hémophilie, des fois, c'est un grave échec, une sensation d'échec parce que les parents pensent que ce n'était pas l'enfant qu'ils allaient avoir. Ils sont déçus, ils souffrent. Nous parlerons de tout cela plus tard. Il y a beaucoup de bibliographies qui parlent de cette culpabilité ressentie par les mères et ce regret quand ils ont un enfant atteint d'hémophilie. Et en tant que professionnels de la santé, nous devons lutter contre cela, dire que ce n'est la faute de personne. Les troubles de la coagulation ont lieu, que l'on ait le gène ou pas, et que l'on le passe à son enfant ou pas. C'est comme ça, on comprend aussi que les hommes aussi se sentent très coupables lorsqu'ils font passer ces gènes dans leur descendance. Il faut aussi, on reconnaît aussi la douleur de certaines femmes de ne pas avoir un enfant normal, entre guillemets, et puis le fait d'apprendre que cet enfant est atteint d'hémophilie, ça va avoir un impact sur leur vie en général à mesure qu'ils avancent dans la maternité. Ici, voilà ce qui a été présenté et en Scandinavie. C'est une étude qui a été faite en Suède qui montre le résultat lorsqu'on a un enfant atteint d'hémophilie chez les femmes et chez les hommes. Et on dit que les femmes passent d'une tristesse, culpabilité, se considèrent responsables et puis elles arrivent à s'améliorer, à se réconcilier avec la situation une fois que le diagnostic est fait. Elles atteignent un point et où elles sont réconciliées avec leur vie telle qu'elle est à partir de la naissance de cet enfant. On va leur parler des troubles de la coagulation, des troubles dont sont atteints leurs bébés et les mères vont peu à peu s'adapter à la situation. Dans le cas des pères, c'est une route tortueuse pour la paternité. Ils sont tristes, ils se sentent sans aucune capacité face à ce problème, ils sont inquiets, ils perdent la capacité de s'occuper de leurs enfants en tant que père de manière régulière et ils
s'éloignent de leurs enfants, donc, hein, et ils ne comprennent pas bien le traitement parce qu'ils n'ont pas été formés dans ce sens. Donc, en tant que professionnels, nous devons travailler là-dessus. Beaucoup d'études ont été réalisées sur la détresse des parents. D'où vient-elle cette détresse? Eh bien, tout simplement de la douleur expérimentée par leur enfant, du stress émotionnel, des préoccupations financières, du sacrifice donc des revenus pour subvenir aux besoins médicaux de l'enfant. Il y a en effet beaucoup de dépenses non couvertes pour couvrir les besoins de traitement. Et puis, il faut bien souvent acheter divers équipements, divers médicaments pour subvenir aux besoins de l'enfant. Et puis, d'une façon générale, cette charge est beaucoup plus importante avec des enfants qui ont des inhibiteurs parce que la douleur personnelle est beaucoup plus élevée. Et l'on en arrive au terme de la normalisation. En fait, il faut réussir à intégrer ces soins dans la vie quotidienne et il faut donc réussir à accepter les limites de cette situation. Et ce n'est pas seulement une question de prophylaxie, hein, il s'agit de s'adapter et de faire le deuil d'une vie classique et puis de réussir à aller de l'avant sans se sentir perdu ou débordé face à l'ampleur de la tâche. Donc justement, à ce propos, une étude de la BBC s'est concentrée sur les donneurs de soins, les personnes qui s'occupent de personnes hémophiles. Et on voit très bien que la charge qui repose sur ces personnes est beaucoup plus élevée lorsque les enfants ont des saignements articulaires, lorsqu'ils ont une amplitude de mouvement réduite, lorsqu'il y a des inhibiteurs surtout. Les 2/3 justement des parents ont rapporté que l'hémophilie a affecté leur vie. 26,8% ont rapporté un impact économique également. D'où l'importance d'offrir un support financier également pour les parents d'enfants hémophiles. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est que l'on voit que ces parents, bien souvent, perdent davantage le jour de travail, de 8,35 à 14,5 jours de travail, c'est-à-dire pour se consacrer à leurs enfants atteints d'hémophilie. Alors là, on voit le nombre d'heures de soins nécessaires par semaine pour les enfants selon leur degré de sévérité d'hémophilie mais également selon leur tranche d'âge. Et on voit que même pour les parents d'enfants de 12 à 17 ans, les parents doivent encore consacrer jusqu'à 7 heures par semaine pour les soins, pour s'occuper de l'état particulier de leurs enfants. Donc, parce que les enfants sont plus âgés, cela ne signifie pas que la quantité de soins nécessaires s'allège considérablement. Alors, cela a des conséquences également sur les autres enfants du couple qui ne sont pas forcément malades. Il y a un manque d'attention parentale. Les parents étant occupés avec l'enfant souffrant d'hémophilie. Alors, est-ce que cette charge peut être réduite avec de nouvelles thérapies, peut-être avec des traitements plus efficaces? C'est ce qui leur restera à évaluer. Il convient également de personnaliser les traitements pour qu'ils soient plus adaptés aux enfants.
Mais par ailleurs, on attend aussi des parents qu'ils enregistrent précisément tout ce qu'ils font pour leurs enfants, les traitements pris, la prophylaxie effectuée, ce qui constitue également une charge importante pour les parents. Et comme on l'a dit, on doit en savoir davantage sur la douleur, sur la souffrance, parce que on sait que les enfants expérimentent de la douleur, ce qui provoque de l'anxiété, du stress, et tout cela retombe également sur les parents. Autre élément important, comme je le disais il y a un instant, les frères et sœurs sont également affectés puisqu'ils manquent d'attention parentale. Ils peuvent avoir des émotions sociales négatives parce qu'ils doivent accompagner les parents dans les hôpitaux. Et parfois, l'enfant malade est envoyé à l'hôpital et revient avec un bonbon, un petit cadeau, alors que l'autre enfant est allé tout simplement à l'école et cet autre enfant peut l'interpréter négativement. Et puis, il peut y avoir tout simplement cette anxiété liée à la possibilité peut-être d'être soi-même porteur et de transmettre donc la maladie à ses enfants. Donc, on peut voir que les adultes expriment cette détresse liée à l'hémophilie si on en parle avec eux. Ils se préoccupent notamment du fonctionnement physique. Ils parlent du manque de confiance dans les connaissances et les soins fournis par le personnel de la communauté. Ils se préoccupent pour leur avenir, pour l'assurance, pour l'âge, le handicap de leurs enfants. Et puis, tout simplement une préoccupation liée au saignement aigu. Si mon enfant expérimente un saignement et que je ne suis pas là pour l'aider, que se passera-t-il? Le son est coupé, excusez-moi, c'est l'interprète qui parle. Le son de Kate Kerr est coupé. C'est l'interprète qui parle. Nous avons perdu la connexion avec Kate. C'est l'interprète qui parle. Je ne peux pas continuer l'interprétation. Excusez-moi, j'ai eu un problème avec mon ordinateur. Reprenez. Cédric au micro. Voilà, me revoilà. Bien. Donc, si l'on pense aux femmes, on pense bien sûr aux femmes porteuses. Et qu'on vient d'évoquer l'aspect psychologique. Donc, comme on l'a dit, il y a des femmes qui se sentent coupables, responsables. Et puis, cette peur d'être elle-même ultérieurement affectée par des troubles de la coagulation. Donc, toutes ces questions tournent autour d'une femme qui a un enfant atteint d'hémophilie. Alors, il faut également penser à l'histoire passée avec des virus. Donc, si vous avez un bébé atteint d'hémophilie, vous aurez cette peur toujours qui rôde de contaminer votre enfant à cause de perfusion, du fait de l'histoire passée de la communauté hémophile. Et puis, cela est surtout vrai lorsqu'il y a une histoire de membres de la famille qui ont été contaminés lors de perfusion par des virus par le passé. Donc, tout cela s'inscrit dans l'histoire familiale et participe également de l'anxiété, du sentiment parfois de culpabilité, d'anxiété de ces familles. Alors, concernant la thérapie génique et les attentes autour de cette nouvelle thérapie, eh bien, on peut espérer de la thérapie génique qu'elle conduise à une réduction de l'anxiété, de la dépression et qu'elle améliore les sentiments positifs tels que la joie,
le sentiment d'avoir une nouvelle perspective dans la vie. Mais il convient de poser les bonnes questions à ces personnes pour évaluer véritablement l'effet de ces thérapies géniques. C'est l'objet de cette étude qui a été réalisée par de nombreux professeurs qui a étudié de près la fréquence des saignements, la douleur, la structure corporelle, les activités de la participation pour évaluer les effets de la thérapie génique. Et lorsque l'on parle plus particulièrement de la santé mentale, on voit qu'il y a plusieurs mesures des résultats. Cela se base sur les facteurs personnels, environnementaux, l'accès au traitement, la résilience en matière d'adhérence au traitement. Et puis, de nombreux facteurs économiques entrent en compte pour mesurer la santé mentale. Et puis, il y a des outils également d'évaluation de la qualité de vie. Et puis, il y a les résultats rapportés par les patients eux-mêmes. Ça, ce sont les plus importants. Les patients qui peuvent parler, relater leur douleur, leur niveau d'activité, leur charge, la charge qu'ils ressentent, le fardeau qu'ils ressentent. Tous ces éléments permettent d'obtenir une vision complète de l'état de santé de la personne. Donc voilà un ensemble ici de mesures pour à utiliser dans la clinique ou dans les études pour prendre en charge les patients. Donc si l'on de la même façon que tout à l'heure qu'on parlait d'indice de masse corporelle, il fallait expliquer aux patients ce dont il s'agissait. Il faut également bien expliquer notre démarche d'évaluation de la santé mentale aux patients. Il est très important de communiquer donc aux patients les données que nous avons collectées sur eux et essayer de mesurer également l'ensemble de leur situation médicale, pas seulement les données liées à leur hémophilie. Pour ce faire, le registre des troubles de la coagulation mondiale collecte des données uniformisées sur les patients et permettent d'améliorer les résultats dans le suivi quotidien de ces patients. Pour conclure, la santé mentale est aussi importante que la santé physique. N'oubliez pas que les patients les patients ont une famille. Il faut prendre en compte les parents, les frères et sœurs et l'ensemble de la famille en lien au quotidien avec le patient. Il faut bien garder à l'esprit également que les traitements ont un impact sur la santé physique, mais également mentale. Pour cela, nous devons nous concentrer sur les résultats en matière de santé mentale, c'est-à-dire ceux qui sont pertinents pour les personnes atteintes de troubles de la coagulation. Et surtout, nous devons nous assurer d'une bonne provision des soins et des soins dans leur globalité pour assurer un suivi sur le long terme de ces patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation sur ce sujet très important. Alors, quelques questions? Il y a une question sur la façon de promouvoir l'activité physique pour une personne souffrant d'hémophilie qui n'a pas accès à la prophylaxie. Effectivement, c'est une bonne question. Cela peut être compliqué, sans prophylaxie notamment, mais vous pouvez toujours s'engager, le patient peut toujours s'engager dans une activité physique douce, sans prophylaxie, en travaillant avec un physiothérapeute local, en prenant en compte un ensemble de directives pour faire les choses en toute sécurité. Donc, je pense que malgré cette situation d'un patient souffrant d'hémophilie sans prophylaxie, je pense qu'une activité physique est possible. Enfin, il y a un commentaire sur, peut-être pour vous, Nathalie, Suzanne.
voulais mettre l'accent sur le questionnaire qui a été développé pour les troubles de la coagulation pour la communauté de ces patients. Elle partage avec nous le site web, voilà, le questionnaire sur la douleur. Est-ce que vous l'utilisez vous aussi, Nathalie? Oui, je l'ai vu il y a peu. Je crois que c'est une très bonne nouvelle que ce questionnaire soit en cours de développement. Je serais ravie de voir les résultats de ce questionnaire parce que chaque questionnaire est ensuite examiné. C'est toujours bon de savoir qu'il existe quelque chose. Si ce questionnaire est valide, nous l'utiliserons très certainement. Alors, Nathalie, vous êtes bien impliquée dans la communauté internationale et pensez-vous que nous faisons de plus en plus attention à la douleur qu'il y a 5 ou 10 ans? Oui, tout à fait. Je crois que aussi bien pour du côté des professionnels de santé que du côté des patients, il y a une nouvelle sensibilisation. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle pour les centres de traitement de l'hémophilie, pour la communauté tout entière, tout simplement. Pas seulement pour les patients atteints d'hémophilie, mais pour tous les porteurs également, parce qu'enfin, nous parlons de ces questions. Et j'espère que nous pourrons poursuivre nos recherches à plus grande échelle pour donner également des outils pour aider à ces patients à être mieux pris en charge dans les cliniques. Bruce, je vois que tu es toujours là avec nous. Une autre question qui intéresse, l'arthrose du... le lien entre la pathologie du foie et l'obésité. Est-ce que vous pourriez commenter là-dessus? Oui, j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus, mais je crois que l'hépatite C, pour beaucoup d'entre nous, enfin, s'éloigne. Par contre, nous n'avons pas de traitement pour ces pathologies du foie. Il y a des recherches importantes en cours effectuées sur ces questions, mais je suggère aux familles et aux patients de considérer que les patients peuvent avoir une fibrose du fait de leur pathologie. Alors, nous n'avons pas encore de médicaments antifibrose ou j'aimerais bien pouvoir vous dire oui et gagner le prix Nobel pour cela, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et la détection de ces patients qui ont d'autres facteurs métaboliques de complications sera clé pour bien traiter ces personnes. Bien, merci Kate. Est-ce que vous auriez un message spécifique à faire passer à notre public? Kate au micro. Je dirais que notre message serait: nous ne pouvons aider nos patients que dans les domaines que nous connaissons bien. Donc, nous devons en savoir davantage, leur demander de remplir ces questionnaires. Tout cela est très utile. Cédric au micro, oui, je crois que nous avons besoin de bien en parler avec nos patients, pas seulement l'aspect médical. Il nous faut aussi explorer l'écosystème mental de nos patients. C'est très important si l'on veut répondre à des questions comme l'obésité, problèmes hépatiques, problèmes dentaires, etc. Bien, je crois qu'on en est arrivé à la fin de notre webinaire. Je voudrais reprendre un petit peu ce qui vient d'être dit par Jean-Emmanuel dans le chat. Il dit que c'était un très bon webinaire. Je dirais que je suis d'accord avec lui. Nous avons abordé des problèmes importants qui sont importants dans notre pratique quotidienne et dans la vie quotidienne de nos patients et de nos patientes. Je vous remercie tous pour votre participation, pour ces présentations. Je remercie le public, je remercie le personnel de la FMH qui nous a permis de vous présenter ce webinaire. Nous avons beaucoup de participants ici, ça montre l'enthousiasme pour ce type d'activité. Nous allons continuer à organiser ce type de webinaire en 2022. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une excellente
et fin d'année, bonnes vacances, joyeux Noël et bonne année 2022. Et nous nous retrouverons en 2022. Merci.